Bon, la bourse dans l'emploi, on en a parlé. Donc bien, ça permet aussi, la bourse de l'emploi, c'est intéressant lorsque vous avez des personnes qui sont en recherche, en reclassement ou en recherche d'emploi, de se familiariser lorsqu'on regarde le détail. Alors, j'ai pas, enfin voilà, le détail de l'offre pour voir ce qui est demandé. C'est ça qui est intéressant aussi, interconnaissance des métiers. Mais voilà, il y a, au fait, on parle en grade, on parle pas forcément en métier. Et des fois, ça peut ne pas être parlant. Donc là, allons dans la fiche détaillée de l'offre, et là, on va voir exactement ce qu'il en est. Parce qu'un adjoint administratif, qui s'occupe de l'urbanisme, ou un adjoint administratif qui s'occupe des marchés publics, voilà, c'est pas du tout pareil. Donc là, on recrute effectivement un adjoint administratif, mais voilà. Après, dans le détail de l'offre, c'est pour faire quoi? Bon, le service commun, on en a parlé. Les missions temporaires, alors nous, c'est vrai que le service de mission temporaire, c'est une piste pour mettre à disposition de collectivités des agents en reclassement. Hein, alors je disais tout à l'heure, c'est vrai que on a eu pendant un petit moment, alors on a la chance d'avoir aussi la couverture de l'assureur sur les périodes, les agents qui sont en arrêt de travail, qui vont mener des actions de reconversion professionnelle, et bien derrière, ils sont couverts par l'employeur. Et ça, c'est important, parce qu'en 2008, quand on a démarré, je vais dire jusqu'en 2012, on a eu zéro couverture de l'assureur. Hein. Donc c'est l'employeur qui prenait le risque, entre guillemets, il fallait le convaincre pour dire, écoutez, on va faire une action on va mener une action de reconversion, mais s'il arrive un accident, voilà, on n'a pas de couverture statutaire. Alors aujourd'hui, on a cette couverture. Donc, restait, l'échange qu'on avait avec Jean-François tout à l'heure, c'est de dire, voilà, mission temporaire, si on est obligé de prendre une dispo pour convenance personnelle, on va s'éviter de prendre une dispo pour convenance personnelle, ça porte bien son nom, ce sont des missions temporaires. Si l'agent passe une journée en dispo pour convenance personnelle, boum, on termine ses droits statutaires. Donc, et pour autant, c'est un peu dommage d'avoir un vivier de collectivités, puisque c'est quoi les missions temporaires? Ce sont des employeurs qui font des demandes de remplacement, et donc c'est, on va dire, une agence d'intérim pour le compte des employeurs. Et là, on a potentiellement des vraies offres d'emploi qui sont là, et nous, on a préparé des candidats, et on ne pouvait pas les mettre à disposition du service de mission temporaire. Maintenant, on a fait une convention qu'on appelle convention rebondir, je vous disais, quadripartite, l'agent, la collectivité d'accueil, la collectivité d'origine, et le service mission temporaire, le centre de gestion, et on facture, au lieu de facturer 2000, ou je sais pas combien, un agent à un employeur, on le facture 120 € par mois, et l'agent va en mission, comme si c'était une mission lambda, et est rempli, la personne est proposée au même titre que des demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans ce vivier. Donc après, elle se forge de l'expérience, soit la mission peut durer, auquel cas très bien, soit la mission ne dure pas, et auquel cas elle réintègre, elle était restée en arrêt de travail de toute manière. Sa situation statutaire ne change pas, son salaire ne change pas, enfin son traitement, donc rien ne change, donc ça ne perturbe. Comment ? Ils sont en arrêt, ils travaillent pour le compte des missions temporaires. Ils sont rattachés à quel employeur ? L'employeur d'origine, quoi. Son employeur d'origine. C'est comme si c'était une convention de stage. Ils sont en position arrêt de travail. Ils sont en position. Tu étais en stage de formation. La convention, on l'appelle convention rebondir, c'est comme une convention de stage, mais qui est quadripartite. Ça fonctionne public d'État, c'est juste impossible. Parce qu'on a la couverture assurantielle qui fait qu'on peut positionner un agent en arrêt sur une autre. Donc ça, c'est plutôt. On a la couverture du contrat groupe qui nous permet de couvrir l'éventuel accident qui pourrait survenir sur cette action-là. Parce que si tu n'as pas d'assurance là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est comme le 22, ça. Situation rarissime, ça peut se faire. Accident de travail, comment ça serait pour vous dans la convention ? Alors l'agent fait la déclaration d'accident, l'employeur saisit la commission de réforme. La commission de réforme valide l'accident et la personne est positionnée, interrompt son... Au regard de la sécurité sociale, il n'y a pas de sécu, quoi, puisqu'ils sont aussi NRCL. Donc, il est en arrêt de travail et... Oui. Le contrat groupe d'assurance, on vient même alors, on avait... Non, il n'y a pas de sécu. Il n'y a pas de sécu, on fait les agences CNRACL. CNRACL, c'est plus de 28 heures. Plus de 28 heures par mois. Ils sont affiliés au régime spécial de la... Ils dépendent du régime général à moins de 28 heures. Voilà. Le Plus régime général à plus de 28 heures. Non, moins. Moins 28 heures, voilà. Et les autres... Voilà. Un agent, aujourd'hui, on vient d'avoir l'accord, les agents qui sont en maladie ordinaire, maintenant c'est récent, mais on n'avait pas ça. Et c'est important parce qu'un agent qui est en accident de service,
qui est consolidé, qui rebascule en maladie ordinaire, nous on avait mené des actions sur ces agents-là en accident de service. S'ils basculaient en maladie ordinaire, on ne pouvait plus rien faire. Ils n'étaient pas couverts par le contrat groupe s'il leur arrivait un accident pendant une action de reconversion. Donc on a demandé au contrat, à l'assureur, de voir, il y a eu 0 accident. Depuis 2012 qu'on a mis en place les choses, il y a eu 0. Oui, il y a eu 0. Du coup, il y a eu 0 accident. Mais donc la maladie ordinaire, un agent qui est en maladie ordinaire, un agent qui est en longue maladie, longue durée, accident de service, maladie professionnelle, dispo d'office pour raison de santé, si cet agent-là on demande un accord à l'assureur, si cet agent-là est en inaptitude à ses fonctions et qu'on est en train de mener une action de reconversion, s'il a un accident pendant cette action de reconversion, il sera couvert en accident de service s'il lui arrivait quelque chose. Je disais ça, les collectivités qui ne sont pas assurées, renseignez-vous. Dernièrement, j'ai vu une collectivité, on est en train de creuser en interne, mais il y a la garantie alors je ne suis pas un spécialiste de l'assurance, mais les multirisques font des fois ce qu'on appelle les contrats auto-collaborateurs. C'est-à-dire que votre agent, il se déplace et il a un accident. Et voir auprès de votre contrat d'assurance comment cet agent-là serait couvert s'il avait un accident. Mais c'est vrai que ce qui nous facilite la vie, c'est la couverture assurantielle. Et je suis d'accord, là, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que si on n'a pas l'évolution serait le congé de reclassement, qui pourrait peut-être ou pas avoir une couverture assurantielle. Alors, si on n'a pas la possibilité de le faire, je disais ça, maintenant on fait des demandes de reprise à temps partiel thérapeutique, double avantage. Premièrement, on a une couverture statutaire. Deuxièmement, on a la prise en charge des formations par le FIP. Oui, on a un an maximum. Alors oui, tout le monde y trouve son compte, c'est-à-dire que ce sont des vrais emplois. Ce sont des vrais emplois. Mais d'un point de vue statutaire, on sera obligé d'attendre la mise en retraite pour invalidité pour qu'il puisse y accéder. Là, aujourd'hui, il monte en compétences. L'agent, il n'y a pas de perturbation sur sa vie perso parce que ni de modification sur son statut, ni sur sa paye. L'employeur, de toute manière, lui, l'arrêt de travail, il va jusqu'au bout. Donc derrière, que l'agent soit mis à disposition là ou qu'il reste chez lui, on pourrait se dire il n'y a pas de changement. Sauf qu'il y a un énorme changement, c'est que la personne, elle est mobilisée dans l'emploi et c'est des vrais emplois. Et derrière, les missions temporaires. Une personne qui est en arrêt, a priori, c'est pour de très bonnes raisons. Oui. Comment c'est possible qu'il aille ailleurs puisqu'il ne peut pas travailler là? Il est inapte à ses fonctions dans sa collectivité. Une auxiliaire de puériculture qui est inapte dans sa collectivité, dans une communauté de communes, peut être auxiliaire de puère, peut-être en centre hospitalier. Parce que ce n'est pas les mêmes métiers. C'est pas les mêmes, il peut y avoir, il faut comparer. Après, je ne dis pas que c'est la vérité. On va pas revenir le sujet, on revient sur le sujet qu'on a évoqué ce matin. Ouais. Il y a des variations au niveau attitude, il y a de la pénibilité, et je crois qu'on ne connaît pas, et c'est certainement l'intérêt de notre utilisation, mais il faut aller au-delà de nos fonctions correspondant au handicap, c'est-à-dire fonction publique, c'est qu'on connaisse mieux les univers professionnels qu'ils ont en fait. Je pense que les solutions que tu évoques aujourd'hui, certaines, très honnêtement, moi par rapport à mon employeur, l'assureur de l'employeur et le contexte, ça passe pas. Non, mais c'est pas pour autant que ça peut pas évoluer. C'est pas pour autant qu'on peut pas. Nous, rien n'existe. En 2012, rien. Il y a un petit détail dont on va parler. Pour moi, il est très clair qu'un agent qui est en temps partiel thérapeutique ne peut pas engager une formation à temps plein. Pourquoi? Mais pourquoi? Il faut une aptitude à exercer à temps plein. Mais là, Jean-François, un agent qui va rester en arrêt. Non, mais attends, là, on touche la philosophie du système. C'est-à-dire un agent qui va rester chez lui. Si on ne lui propose rien, il va finir ses droits, il part en retraite pour invalidité. Un agent, il va perdre son temps partiel thérapeutique. Est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser le temps partiel thérapeutique pour faire de la formation? Non, mais est-ce qu'il vaut pas mieux utiliser le temps partiel thérapeutique pour faire de la formation plutôt que de perdre ce temps partiel? Par contre, c'est la discussion qu'on peut avoir, mais qu'on n'aura peut-être pas là, mais c'est à titre d'échange. Bien sûr qu'on est vers on vise un idéal. Après, moi, j'ai des réalités employeur, assurance, et puis médecin du travail parfois. Pour moi, il est totalement exclu qu'un agent qui soit à temps partiel thérapeutique engage une formation à temps plein. Mais c'est pas la même chose. Mais encore une fois, ouais. Le cadre, ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on puisse reprendre. Online, etc., permettent aussi de faire évoluer les mentalités. Comme l'emploi à vie de la fonction publique est en train qui va petit à petit. D'accord, je suis bien d'accord. Anna- C'est que, le FIP ne nous donne pas quand même des signes favorables à ce que je peux enregistrer une fiche. C'est moi. Aujourd'hui, notons bien que même récemment, depuis le 1er janvier, lorsque l'argent est en arrêt, congé longue maladie ou congé longue durée,
Là, moi, je suis quand même obligé de dire à des agents que leur bilan de compétences ne sera plus financé par le prix, Oui, oui. que leur formation ne sera plus prise en charge par le prix, et que même les appareils auditifs à changer ne seront plus pris en charge par le prix. Bah, 1300 euros. Attendez, je crois que simplement, il faut aussi que nos DRH fonction publique ou DG relaient le message que sur toute cette réflexion-là, il y a urgence peut-être à changer le cadre réglementaire. Voilà. Oui. Pas nous, correspondants Bah. handicap, qui vont mettre ça dans Ouais, en demandant des choses. Nous, par exemple, mon président, il est au syndicat, à la Fédération nationale des centres de gestion. Il siège au Conseil Sup. Je veux dire, tout ça, c'est des choses qui voient passer et qui font évoluer les choses. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi, on est acteur. Quand on fait acte de difficulté qu'il y a une renégociation dans le contrat d'assurance pour dire, tiens, on fait évoluer sur la maladie ordinaire. La maladie ordinaire, quand vous avez un agent, et c'est toujours sous couvert du médecin. Là, on fait beaucoup de raccourcis parce que moi, je suis au service des collectivités territoriales, mais mon principal interlocuteur, c'est le médecin de prévention. Je ne vais pas aller faire une action sans avoir un avis du médecin sur telle ou telle chose, parce qu'il y a des éléments que je n'aurais pas, etc. On est sur la santé des agents. Après un congé longue maladie, on ne peut pas reprendre sans avis du comité médical. Donc forcément, il faudra un avis du comité médical, et en plus, on va rajouter une louche en disant, il faut un avis du médecin traitant et agréé. Mais oui, effectivement, il faut. Nous, on a une réunion mensuelle avec nos collègues des commissions médicales pour justement échanger sur toute cette situation, et avec le secrétaire du comité médical pour dire voilà le projet, voilà, on explique le projet. Et là, je rejoins, alors sans reparler sur le mobile test, etc. Mais vous voyez bien, vous allez pouvoir mettre vos agents, remettre le pied privé de vos agents de manière assez, peut-être plus facilement que chez nous. Mais là, dans le cadre de Mobility Test, moi, je prends un stagiaire de chez vous dans une de nos juridictions. donc ça marche. La personne est en arrêt de maladie, elle se blesse ou il y a un incident avec un autre de nos agents. On justifie. Il y a une convention de stage. Il y a une convention de stage qui est signée. Ah non, mais alors je vous dis, il y a une convention de stage en termes de responsabilité, tout est mis dans la convention. Et donc en cas d'accident de service, c'est la collectivité d'accueil d'origine, la collectivité d'origine qui gère. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun problème. Je vous enverrai si vous voulez. Je pourrais vous mettre une copie de l'avenant au contrat. On a déjà fait ça. Faire évoluer même avec Laurent. Une convention chez nous, mais le problème Ouais. c'est que les personnes qui sont chargées des conventions ne sont pas favorables à passer une convention. Donc on tourne en rond et on n'est pas dans l'action, on est dans le gouvernement. Mais nous on Mais le dans fait. la convention, le système d'assurance est inscrit. Si Voilà, on arrive ouais. à signer la convention, Ça marcherait. Mais le problème, c'est qu'on n'en signe pas. Nous, on fait ça, mais à moindre, un plus petit Oui. échelle. Mais nous, en interne, on le fait maintenant. Ouais. On échange avec on n'a pas le système d'assurance dont tu parles. Donc, moi, à l'interne, j'ai fait appel au service juridique pour savoir si les agents étaient couverts. Donc, pendant un arrêt maladie, en cours de reclassement, je leur fais faire des formations en interne. Et ils font des immersions en interne. Ils sont couverts par notre assurance. Et là, je fais une convention de stage. Mais par contre, c'est Moi, j'étais parti. Mais alors, moi, j'étais parti du principe qu'un agent pour qui on mandate une visite médicale, qu'est-ce qui se passe quand un agent va en visite médicale voir un médecin de prévention et qu'il a un accident? Non, mais voilà, on part de ça. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses, moi, voilà, un agent part, vous mandatez, vous lui demandez d'aller en visite médicale. Il est en congé de maladie ordinaire ou en longue maladie. Il est en congé de longue maladie. Vous faites une convocation comme quoi il va en visite. Il a un accident. Ça se passe comment? Non mais il est convoqué. Il y a un ordre de mission. Et est-ce que votre assureur va vous suivre derrière Non mais ah oui, vous êtes ouais. C'est pour ça. Mais alors Moi, j'ai vu, sans parler de justement, ouais. J'ai vu dans une convention, simplement, vous voulez un agent doit suivre une formation dans un établissement extérieur. L'article mentionnant une quelconque assurance de cet établissement-là. Ouais. Mais Laurence et Philippe l'ont fait en interne. L'assureur, à la limite, Ouais, c'est encore plus simple. autant que faire appel à l'assureur. Bah oui, c'est encore. C'est-à-dire que c'est une représentation aussi d'une fonction publique particulière qui dit là on prend aucun risque. Mais j'espère que ça va bouger. Vous posez le statut et une flexibilité qui permet à des personnes de On a trouvé quelque chose. Ouais. de conserver le statut. C'est un peu bizarre. Ouais. Oui, non, mais en fait, il y a quand même des tas de coûts qui sont mis en place pendant un moment.
pour finalement, comme vocation première, de faire apparaître à un moment donné qu'il y a des dysfonctions. Mais pourquoi Mais pourquoi le contrat, pourquoi le statut n'évolue pas et pourquoi le privé a déjà évolué en faisant évoluer ses contrats et le privé, ses contractuels, ils ont déjà bien vu l'intérêt de mobiliser le plus d'actions possible. La Sécu l'a fait déjà depuis aussi 2012 en autorisant les agents à suivre des bilans de compétences pendant leur arrêt de travail. Alors les métiers, licence pro, l'université, licence pro surtout sur les métiers techniques, collectivité territoriale et technique et administrative. Il y a deux licences pro. Alors là, c'est vrai c'est plus des candidats Cap Emploi qui vont sur cette. On voit moins en reclassement des personnes aller sur ça. Par contre, sur métier de l'administration territoriale, c'était l'ancienne formation secrétaire de mairie. Elle s'appelle différemment dans les différents centres de gestion. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre toute la formation qui dure 16 semaines. On peut prendre uniquement des modules spécifiques, état civil, urbanisme. Non, là c'est le centre de gestion. Mais sinon, toutes les formations CNFPT, là par exemple, sur le CNFPT, je dis ça pour la territoriale, mais l'autre jour, il y a une formation qui s'appelle être acteur de son parcours professionnel, et on a couplé avec ma collègue qui accompagne individuellement les agents en reclassement, on a fait comme un bilan en fait, parce que là, les agents vont sur la formation, il y a 2 temps de formation, avec un petit laps de temps entre eux, et là, on a fait le point, comme si on faisait un bilan intermédiaire à la fin de la première session, stage entre-temps, etc. Et puis après, on est reparti sur le deuxième module, bilan final, et puis derrière, on repart sur une formation, puisqu'elle a fait le point sur les métiers qu'elle veut, quoi. Donc on a moyen, avec le CNFPT aussi, de moduler, ou de construire un parcours intéressant. Et derrière les formations, il y a des postes aujourd'hui ? Alors sur ces métiers-là, oui, parce que du coup, c'est des formations qui sont spécifiquement, qui sont calibrées par Pôle emploi, avec des contrats d'objectifs derrière. L'idée, c'est d'intégrer les missions temporaires derrière. Là, c'est financé Pôle emploi, centre de gestion. Et derrière, ces personnes-là sont mises en poste tout de suite parce que il y a des objectifs de placement donc c'est quelque chose qui correspond au métier. Alors maintenant, on met sur la compta, puisqu'il y a de plus en plus de les finances aujourd'hui, c'est des postes cuisiniers, finances. Ça, c'est les finances. Aujourd'hui, il y a des demandes de comptables dans les collectivités territoriales sur les budgets, les payes. Donc là, ils sont un peu en pénurie sur ces postes-là. Ouais. Hein ? Alors la compta, mais après, et sachez qu'il y a des postes quand même. Et après, c'est vrai qu'il peut y avoir des modules de. Alors, ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure des passerelles, mais une personne qui serait mise en retraite pour invalidité, qui pourrait avoir un suivi par Cap Emploi par la suite, qui pourrait monter avec le Cap Emploi, on a un accord dans le cadre de notre convention avec le centre de gestion on se voit régulièrement et le Cap Emploi a une convention avec le CNFPT pour mettre des agents demandeurs d'emploi en formation alors que ce centre national de la fonction publique est uniquement dédié aux agents qui sont déjà en poste. Donc là, on a des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui vont sur ces métiers-là. Donc par exemple, un comptable, il lui manquerait JVS, Magnus, l'utilisation des logiciels spécifiques. Mais bon, il a la connaissance, après M14, M52, etc. Après, avoir, je ne suis pas un spécialiste de la compta. Mais s'il y avait besoin des modules complémentaires, on pourrait très bien imaginer d'avoir une personne qui était dans une administration, qui n'est plus, mais qui rebondit tout de suite dans la fonction publique territoriale. Et ça, Alors, ça peut prendre quoi, 1 an, 2 ans ? ça dépend après du parcours, ouais. Là, comme ça, j'ai pas de vue sur une personne qui sera en reclassement dans une fonction publique et qui viendrait se former sur un parcours spécifique ouvert pour les agents de la fonction publique. Mais Un agent qui était assistant dans les métiers de la personne et du coup ça a pris 6 mois. C'est pas Avec formation, forcément. beaucoup de tutorat. Tutorat. Oui, tutorat. Et elle faisait Donc, la compta pour l'écran. ouais, je vais couper. Les médecins, bien sûr, c'est la clé du dispositif. Bon, avec. Comment ? Oui. Ah, non, mais j'embrayais. Ah oui, je pense que le tutorat, c'est une aide du FIP qui est sous-utilisée. Il y a ça dans le film. Ah oui, ouais. Tutorat dans le cadre même de l'apprentissage, je pense qu'on ne l'utilise pas. Mais dans ces cas-là, ça veut dire, parce que tutorat, c'est un collègue qui est déjà là, qui quelque part prend en charge quelqu'un. Même le maître d'apprentissage, ça peut être valorisé. Le FIP, il finance quoi là ? Parce que
200, je sais plus combien d'heures. Ils forment le tuteur aussi. Ouais, et alors les formations chargées les formations des personnes chargées d'accompagner une personne handicapée, c'est 2 000 € par an. Et par contre, le tutorat, c'est assez intéressant en termes d'heures. Je regardais ça l'autre jour, mais c'est dans le catalogue. Le tutorat, ça peut être valorisé. Ouais. Ouais. Et ben le tutorat, 228 heures par an. Ouais. Ouais. Alors, la commission de réforme, on a passé les commissions, mais c'est quand même intéressant les commissions de pouvoir, de voir où, parce que on se dit, pas d'ingérence, c'est médical, etc. C'est vrai que le comité médical sont plus, attention, un employeur qui m'appelle, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être plus auprès des agents, pour ça qu'ils demandent un écrit de l'agent, souvent, c'est quoi la décision, mais c'est intéressant de pouvoir échanger quand on a un projet à faire passer avec ces personnes qui vont instruire la demande. Bon, la santé au travail, le contrat groupe, pour nous, le fond, on a une convention qui est un peu spéciale, les centres de gestion, c'est-à-dire qu'on n'est que sur de l'ingénierie, c'est-à-dire la sensibilisation, l'aide au recrutement, donc via la convention avec le Cap Emploi. Nous, c'est une convention que je trouve très intéressante parce que c'est quoi? C'est une personne qui est demandeur d'emploi, qui va rechercher un emploi, qui s'inscrit aux missions temporaires, elle peut avoir une réponse négative. Et plutôt que d'avoir une réponse négative, on va dire c'est une personne en situation de handicap, on va lui apporter notre concours pour dire ok, votre candidature, elle correspond pas en tout état mais si vous faites ça, on parlait de PMSMP, on parlait de choses comme ça, de période de mise en situation en milieu professionnel, on peut apporter notre concours pour que derrière il y ait peut-être après une formation, comme on a vu tout à l'heure, complémentaire suite à la mise en situation, ou alors c'est de dire, on en discutait dans la voiture, c'est vrai ce matin, c'est vrai qu'un candidat qui va candidater aux missions temporaires, il peut avoir une réponse positive. Et puis, il va jamais avoir d'offre parce que le service mission temporaire, eux, ils ont une candidature, ça roule quoi. Ils ont un profil qui les intéresse. De là, est-ce qu'ils vont le mettre en poste ou pas? Il y a 600 personnes par mois qui sont gérées par le service. Bon, du coup, accent, et puis ça gêne pas d'envoyer une réponse négative. C'est négatif, ça correspond pas. Mais pourquoi? Du coup, pourquoi c'est négatif? C'était ça l'idée de notre convention. Et puis des actions de Sensi, voilà. Donc on a une convention sur le maintien dans l'emploi, évidemment. Donc là, je disais ergonome et puis chargé d'insertion derrière. Alors c'est vrai qu'on disait de la formation, à l'origine en 2008, moi j'ai fait aussi le DUPIT, la formation DUPIT au collège coopératif à Rennes. Bon, c'était assez intéressant. Ça permet aussi de voir avoir une autre vision des choses et puis de côtoyer d'autres milieux. C'est vraiment assez efficace comme formation. C'est en alternance, c'est 3 jours par mois. Et avec du travail perso à faire derrière, mais c'est assez intéressant. Donc et puis le dernier axe de la convention, c'est l'apprentissage. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure ce matin des axes, le recrutement, ça va être la clé du FIP dans le futur, le recrutement. On voit bien aujourd'hui nous sur les objectifs, l'apprentissage, c'est pas juste dire vous accompagner. Combien vous favorisez le recrutement d'apprentis dans le département, c'est vous accompagner, vous favorisez, mais vous accompagnez combien, et puis derrière, en qualitatif, ils sont devenus quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle filière, quel truc. Voilà, là on a vraiment une démarche, une évaluation de la politique publique qui est assez intéressante, parce qu'on pourra donner des stats derrière de c'est quoi le retour sur investissement. Voilà, bon après, je vous ai mis des petites choses, l'article, voilà, je vous ai mis le recrutement, l'article 38 pour la loi du 26 janvier 84. On va voir ce support derrière. Il est déjà, ouais. On l'a déjà, mais on peut le diffuser. Ah oui, oui. Super. Voilà. Merci